Stop, super, on est bon, je pense. On va avoir un message, je pense, voilà, super, Hugues qui nous dit hello, donc ça veut dire qu'on nous entend. Est-ce qu'on t'entend bien? Salut tout le monde. Ouais, je pense aussi. Eh ben, écoute, Attends, salut. on fait comme sur la radio, on dit bonjour William, bonjour Virginie, salut JB, salut Ouais, Sonia, salut tu le fais, Guillaume, salut Xavier. tu le fais, toi. Toi, tu mets un petit son au début, nous on arrive, c'est cash, on est là. On n'a pas mis de petit son, mais je suis sûr que on nous en conseilleras un pour la fin du webinaire. Avec Euh, plaisir. on t'entend bien déjà. Comment ça va, Jean, après enfin, un mois et une semaine après s'être eu déjà au téléphone, enfin au webinaire? Écoute, j'aurais envie de te dire un peu comme un mercredi, quoi. Il n'y a pas école, mais il faut bosser. Non, je sais pas. Honnêtement, tu sais, c'est marrant parce que donc il y a 28 jours, on était dans l'incertitude, mais bon, c'était le début, donc l'incertitude quand c'est le début, c'est normal. Là, c'est toujours l'incertitude et tu te demandes si c'est normal que ce soit l'incertitude ou si on n'est pas en train de tranquillement s'endormir avec tu sais, la perfusion de morphine qu'on nous sert depuis quelques semaines maintenant. Donc, on essaie de rester alerte, de rester clairvoyant. Et je t'avoue que c'est pas toujours facile. Ben, on va pas mal en discuter aujourd'hui, parce on a eu pas mal de choses quand même qui sont passées, hein. L'écosystème a pas mal eu de nouveautés. Je pense que déjà on peut dire ce qui s'est passé, mais j'ai eu les chiffres hier du PGE. Il y a 1 milliard et 50 millions d'euros pile qui ont été distillés aux startups françaises via des PGE Déjà, waouh. déjà sur les 75 milliards distillés à l'entreprise, enfin aux entreprises françaises. Il y en a 1 milliard et quelques pour les entreprises de la tech, quoi, on va dire. Il y a le French Tech Bridge, qui est le dispositif dossé de la BPI, qui en 3 semaines s'est dépourvu de moitié, voire un peu plus, 45 millions sur les 80 millions dispo. Le prêt à tout, pré-relais est terminé. Donc on voit que le gouvernement et les banques ont fait le job à financer, refinancer des boîtes. C'est un Maintenant, peu on va un discuter. civil ton truc, hein. Il y a burger, il y a frites, il y a coca, il y a petit Ouais, caractère. ouais, on a un peu l'impression, on veut quand même saupoudrer plein de boîtes. Il y a pas mal de boîtes qui ont plus ou moins de difficultés d'ailleurs à obtenir des prêts bancaires, et certaines même qui n'ont pas obtenu de prêts bancaires. D'autres qu'on leur a dit, bah, faites un bridge avec vos investisseurs. Il y a des bridge rounds qui ont été un peu faits. Et puis nous, on a fait 32 webinars avec des fonds, banques, corpos, structures de financement BPI, etc. Donc, on a pu donner pas mal d'avis et de conseils sur l'écosystème, et de voir aussi quelles sont les pratiques des fonds. Bon, on n'est pas ceux qui sont, on n'a pas fait un sondage comme Cambon et autres, mais on voit quand même que, et ça fait partie de ma première question. Moi, je cherche le groupe WhatsApp des investisseurs de la tech française, où il y a un mémo qui est envoyé à tout le monde en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire. En gros, on dit on investit plus dans des boîtes profitables, on investit plus dans des boîtes à impact, on dit qu'on continue à faire les deals qui étaient pré-Covid, et on dit que c'est business as usual, quoi. Donc c'est un peu ça globalement, si j'ai une critique un peu à formuler sur l'aspect un peu communication des fonds. Et c'était même le cas un peu avant la crise, hein. On est tous entrepreneurs friendly, on a tous un super réseau à mettre à disposition de nos portefeuilles. C'est quoi en fait pourquoi les fonds ont tous la même manière de communiquer, quasiment, à peu de choses près? Et est-ce que c'est pas une manière un peu policée de dire on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais au moins on dit ça pour se sécuriser, quoi. Écoute, je devrais pas le dire comme ça, mais on est dans quand t'es investisseur, t'es rarement dans une situation dans laquelle t'as tort ou rarement dans une situation dans laquelle t'es en danger. Parce que tu vas financer des boîtes pendant une certaine période de temps qui vont faire face à des problématiques, mais qu'elles vont résoudre à mesure que le temps passe. Et les vrais problèmes, c'est quand les boîtes plantent, et ça dure pas longtemps parce qu'elles plantent assez vite, ou c'est quand on arrive en période de crise. Donc en fait, tu es dans une situation dans laquelle on n'a pas l'habitude d'être quand on est investisseur. Et donc, on ressort un peu la soupe de tous les jours. Et la soupe de tous les jours, c'est quoi? C'est on est là, on finance, on est actif, on est des gens bien, etc. Et en fait, cette espèce de magnéto qui tourne en boucle. Mais personne ne se dit, alors attends, donc nous, on s'est posé, on a regardé, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'on ne peut plus faire, voilà ce qu'on peut faire, voilà comment on va le faire et tout. C'est un problème de modus operandi où on n'a pas l'habitude d'être dans une situation comme ça. Et donc, du coup, bah, on sort un peu une soupe bateau.
alors qu'en réalité, on devrait probablement, de la même manière que nos boîtes restructurent, parfois licencient, rendent les opérations un peu plus efficientes, un peu plus efficaces, un peu plus productives, on devrait se poser, faire un constat, dire ce qu'on peut faire, dire ce qu'on peut plus faire, dire le type de boîte qu'on va financer, celle qu'on financera plus. Mais en réalité, on s'est juste pas organisé comme ça. On n'en a pas l'habitude. On sait pas faire. Faudrait que France Digital peut-être dise c'est quoi voilà voilà comment on s'organise, comment on ajuste et comment on communique quand on est VC. Ce serait cool ça. Ouais. Ouais, il y a un truc qui est sorti de France Digital qui est dans des questions que j'ai à te poser aussi sur la continuité du comportement des VC, une charte de bonne pratique qui a été faite pour les VC pendant la crise et sur les deals en cours ou futurs. Mais il n'y a On a pas ce signé, côté. Ouais, j'imagine que vous avez signé. Il y a peu d'initiatives, d'ailleurs, dans la continuité de ce que tu dis, il y a peu d'initiatives de fonds un peu novatrices. La seule que moi, j'ai pas mal identifiée, c'est Founders Future avec Founders Future Act, où ils Ouais. financent 75 000 euros des projets à impact, où ils reçoivent beaucoup de dossiers spéciaux au Covid. Mais en gros, est-ce que c'est le rôle aussi des VC de faire ce genre d'initiative un peu sortir des sentiers battus du VC traditionnel? Le VC, c'est long terme. Et de la manière que c'est long terme, ça veut aussi dire que les décisions enfin, c'est très long terme. Et les décisions que tu prends sont dans des fenêtres de tir qui sont en réalité assez longues. Et donc, les VC n'ont pas envie de se dépêcher de prendre des décisions hâtives qu'ils vont regretter plus tard. L'histoire de Act et de Marc Ménazé chez Founders Future, moi, on s'est vus tous les deux en février, avant que le Covid nous tombe dessus. Et il m'a dit, moi, il y a un truc que je rêve de faire avec Founders Future, c'est de financer plus volontaire et plus marqué les boîtes à impact, parce qu'on en a dans notre portefeuille, on se rend compte que c'est celles qu'on aime accompagner, qui réussissent, qui nous rendent heureux et tout, machin, tout ce que... Et donc, on va le faire. Et en fait, Marc, il a juste, enfin, attention, hein, il a accéléré quelque chose qu'il voulait déjà faire. Et il a profité, enfin, il n'a pas profité, mais cette crise a été un accélérateur de l'initiative qu'il voulait déjà lancer. Et donc, tant mieux, j'ai envie de te dire, ça tombe bien. Après, si tu vas aller voir Idinvest, tu vas leur dire est-ce que tu veux lancer un fonds à impact, il ne peut pas lancer un impact en 15 minutes. Ça veut dire aller voir les LP, ça veut dire changer la manière dont tu investis, ça veut dire c'est énormément d'implications pour un fonds. Puis après, il faut décorréler ce qui est de l'ordre de l'opportunisme actuel et ce qui est de l'ordre du long terme. Et il faut absolument faire un matching entre les deux. Si tu fais juste des deals opportunistes qui ont été réveillés par le Covid sans savoir ce que ça va donner post-Covid, connerie en tant qu'investisseur. Tu échoues à appliquer ton mandat. Hein. Ouais, mais sur l'impact, tu prends pas aussi le pari, c'est aussi prendre des paris en tant qu'invest, tu prends pas aussi le pari que le comportement des consommateurs va vraiment changer et que même les boîtes vont avoir plus de budget RSE, etc. Et de se dire, bah, être les premiers et pas forcément être un fonds impact, mais de mettre une démarche d'investissement impact dans le fond, c'est pas quelque chose, d'ailleurs, chez Kima, je sais pas si vous réfléchissez à des trucs comme ça pour avoir des investissements un peu plus spécifiques dans des boîtes qui sont pas forcément que des startups traditionnelles avec des métriques de croissance financiers, mais aussi des métriques d'impact. Écoute, on a financé pas mal de boîtes comme Wenabi, comme La Fourche et d'autres, qui sont des boîtes à impact qu'on aurait probablement pas financé si on avait juste appliqué notre mandat, celui qu'on voulait appliquer chez Kima. Donc, on a toujours une partie de nos investissements chaque année sur lesquels on a un biais positif sur la diversité et sur l'impact. La vérité sur la crise actuelle, c'est qu'on ne sait pas si nos comportements vont profondément changer après la crise. Et c'est une grosse difficulté, c'est qu'est-ce qui était de l'ordre de la vague de fond qui va s'accélérer et qu'est-ce qui est l'ordre de l'effet d'aubaine ou de résultats juste. Oula, attends, j'ai un problème de connexion. Ouais, on ne te voit plus, mais on t'entend bien. Hein. Ah bon, bah c'est bon, la connexion a été rétablie, tout va bien. Je suis désolé. Donc la question c'est qu'est-ce qui est vague de fond qui s'accélère avec le Covid et qu'est-ce qui est réaction comportementale liée à la situation, mais qui va s'effacer le moment où le Covid va pas disparaître, mais qu'on aura géré la situation. Et ça, on ne le sait pas. Donc tu vois, si tu me dis je fais une boîte autour de la télémédecine et tout, de toute manière, c'était une vague de fond. Et là, elle est accélérée.
c'est un no-brainer, tu vois. C'est des genres de trucs que tu finances. Si tu me dis, par contre, qu'est-ce que j'ai comme question? Je sais pas, mais on a eu plein de boîtes qui étaient très opportunistes par rapport à la crise et qui, en fait, avaient pas d'objectifs long terme. Et ça, c'est vraiment problématique parce que nous, on est là pour 10 ans, tu vois. Et dans un an, ce sera plus le Covid, la vague de fond. Ce sera comportemental et il faut pas que ce soit juste lié à la crise. Non, il y a une question, d'ailleurs, on répondra aux questions et j'essaierai de les intégrer un max dans les questions que je te pose. Il y a qu'est-ce que ça veut dire impact? Est-ce que c'est pas un mot fourre-tout? C'est un mot fourre-tout comme algorithme, intelligence artificielle. machine learning, waouh. Non, c'est un mot fourre-tout et il y a une très bonne. Je fais un peu d'autopromo, et je voulais te poser une question dessus, mais on a fait un super webinar avec Alizé Lockmer, qui est directrice de Make Sense. Et ils ont levé un petit fonds de 8 millions avec le FEI, Orange et quelques LP sur un investissement impact. Et justement, eux, dans leur logique d'investissement, ils sont très novateurs dans le sens où leur caride est impacté sur les performances financières, mais aussi sur les performances à impact des boîtes qui déterminent après chaque investissement en disant, voilà, est-ce que cette boîte, combien d'handicapés elle a remis sur le marché du travail, combien de carbone elle a permis d'économiser, etc. Est-ce que c'est un modèle qui est réplicable ou est-ce que c'est des fondations d'investissement avec la logique venture, quoi? Est-ce que ça pourrait être répliqué, ce genre de choses? Je pense que c'est un modèle magnifique, hein, honnêtement, de décider que ta performance financière sera liée sur l'impact, sur le vrai impact des deals que tu as financés. J'ai malheureusement une triste réalité dont on doit se rappeler, c'est que les fonds d'investissement en France, ils ont été créés sur des logiques d'opportunisme et sur des logiques très, très, tu vois, drivées par le résultat, quoi, et par le résultat financier. Et si tu es un entrepreneur, si tu es un investisseur, est-ce que tu finances des entrepreneurs comme Travis Kalanick chez Uber? Jamais de la vie, tu vois, en termes d'impact, ça casse tout. C'est des bulldozers. Est-ce que tu vas faire de l'argent avec un mec comme ça? C'est sûr. Et donc, la difficulté quand tu es un investisseur, c'est que soit tu as commencé ton fonds avec cette volonté farouche, profonde des deals, ou alors tu es rentré sur les prémices du venture avec un modèle classique de management fees et de caride. Et dans ce cas-là, l'impact ne sera qu'un sous-véhicule ou qu'une sous-partie de ce que tu fais ou un taille business. Et toujours rappeler à cette logique, à ton comportement initial, qui était un comportement de je voulais financer des fondateurs qui avaient de l'ambition, et sur une loi en plus dans Venture, qui est une loi de la Power Law, qui dit que 99% des retours vont être générés par 1% des boîtes. Et l'impact, c'est pas ça, tu vois. L'impact, c'est que chaque action compte et il y a des effets composés à chaque personne que tu remets sur le marché du travail, à chaque action que tu portes, etc. Et l'effet de scale, c'est pas ce que tu cherches au démarrage, quoi. Ce que tu cherches, c'est que chaque action qui est générée par l'entreprise soit une bonne action. Donc, c'est compliqué comme équation à résoudre. Il faut pas se mentir en pensant qu'un fonds classique va tout d'un coup devenir un fonds impact. Son réflexe numéro 1, c'est un réflexe opportuniste. C'est pas un réflexe ni d'altruiste, ni de volonté profonde de faire du bien. Et la raison pour laquelle, c'est intéressant, mais tu vois, tu parlais de Act tout à l'heure, de Marc. Marc n'a pas lancé Act par opportunisme suite au Covid. Il a lancé Act parce qu'il avait déjà vu dans les boîtes de son portefeuille les entrepreneurs qu'il faisait kiffer. Il s'est rendu compte que ce qu'il faisait kiffer beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'était notamment l'impact qu'ils avaient sur le quotidien des gens. Et donc, en fait, ça a développé chez lui cette volonté de faire ça. Mais tu vois, c'est bourré de très bonnes intentions. Donc, ça ne peut être drivé que par des gens qui ont été comment dire, marqués par l'impact de leur boîte et qui ont décidé que ce serait dans les piliers de la manière dont ils allaient investir. Ouais, bah, ça me permet de faire une transition avec une question sur boule de cristal sur le futur du VC. On a l'impression que c'est un peu comme nous tous, là, on dit, ouais, on va mieux consommer, je vais moins commander en ligne, je vais moins prendre l'avion, je vais faire plus de ci, plus de ça. Et dans le milieu du VC, c'est un peu pareil, on se dit, ouais, on va investir dans des boîtes qui ont plus de sens, etc. Et pourtant, on a peur, pour la première partie, de revenir sur un monde où, bah non, en fait, on va tous reprendre notre caisse,
On va tous reprendre l'avion comme avant et une fois que tout ce merdier sera parti, on va tous reprendre les mêmes mauvaises habitudes. Est-ce que ça peut être le cas dans le milieu du VC d'ici 1 ou 2 ans en se disant, bah non, en fait, on va repartir sur notre chasse aux licornes, de l'hypercroissance, etc. Ou est-ce que tu penses que là, vraiment, il va y avoir un espèce de coup dans l'écosystème et puis même au mondial où on va investir dans des boîtes différemment de la logique d'il y a 3 mois, quoi. C'est affreux, c'est le paradoxe Big Mac salade verte, hein. Pourquoi est-ce que la salade verte est pas aussi bonne que le Big Mac? Merde, tu vois, c'est toujours le truc qui te fait grossir ou qui met ta santé en danger qui est bon. C'est un sale paradoxe. Et donc, le problème dans le venture et partout, c'est qu'on a ces paradoxes de confort versus impact, est-ce que je fais les choses vite ou est-ce que je les fais bien? Bah, si je les fais vite, je les fais pas bien. Et si je les fais bien, je les fais pas vite, quoi. Et donc, à toute action, il y a un paradoxe. Et malheureusement, aujourd'hui, la balance des paradoxes, elle tend vers la destruction, elle tend pas vers la création de valeur parce qu'il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Construire, ça prend du temps. C'est un mécanisme de satisfaction qui est long, avec des effets composés. Et donc, ça met du temps de se rendre compte de ça et on n'est pas éduqué pour ça. Il faudrait déjà changer le système d'éducation pour que les enfants de 0 à 6 ans comprennent les impacts long terme de toutes les petites actions que tu peux réaliser. C'est le principe de l'ikigai, tu vois, chez les Japonais, quoi. Où le mec, il a sa petite échoppe, il a 15 tables, et pendant 50 ans, il va servir ces 15 mêmes tables de la même manière. Et tu vas dire, mais c'est fou, il n'a pas envie de faire autre chose. Et en fait, non, parce que le bonheur, il n'est pas lié à cette chasse de croissance permanente. Il est lié à trouver un équilibre et le bonheur dans ce que tu fais au quotidien, et ça peut être toujours la même chose. Et tu vois, faire réaliser ça à l'humanité, enfin, bonne chance, quoi. Tu vois, je ne crois pas que ce soit à notre portée, ou en tout cas pas aussi vite, quoi. Il va falloir être patient parce qu'on va encore détruire beaucoup avant de construire, même si je pense que l'humanité est pavée de bonnes intentions, et si on essaye tous de faire de bonnes choses, quoi. Et c'est vrai dans le venture. 90% des comportements vont être très 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 similaires ou identiques à ceux qu'il y avait avant la crise. Et oui, tu vas avoir des changements de comportement sur une minorité, mais c'est une stricte minorité. Ouais. Bon, bah, écoute, de toute façon, on va suivre ça sur la prochaine semaine. Du coup, là, ça fait 2 mois. Comme tu dis, on est allé de l'incertitude totale à encore de l'incertitude totale, mais un petit peu moins d'incertitude quand même. Même si, voilà, là, on sait pas, il y a le déconfinement pro. Ça veut pas dire que tout le monde va retourner au travail. Ça veut pas dire que toutes les boîtes vont repartir. Au contraire, et on va avoir une potentielle, tout le monde anticipe une seconde lame de crise et puis d'impact économique, même pour tout 2021, il y a des worst case scénarios dans tous les sens, etc. Mais véritablement, là, c'est quoi les hypothèses de travail sur lesquelles vous vous placez pour faire des nouveaux deals et pour les boîtes de votre portefeuille? Et en particulier, d'abord pour les boîtes du portefeuille, par rapport aux autres VC aussi, ce que je pose souvent comme question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire le deuil de boîtes en France ou est-ce qu'on va essayer de les sauver coûte que coûte à coup de PGE, chômage partiel, etc., ce qui n'est pas durable. Déjà, là, ça a un coût énorme qu'on va payer pendant des années, ce qu'on a mis en place, ce qu'a mis en place l'État pour sauver de l'emploi, versus les US où on supprime de l'emploi en masse et on est prêt à tuer des boîtes. Il y a pas mal de posts et tu avais fait un bon live avec Carlos là-dessus, Carlos Diaz, sur le fait qu'on materne trop nos entrepreneurs, on est trop aseptisé, on est trop anesthésié par les mesures. Est-ce que sur les boîtes du portefeuille Kima et sur ce que tu vois, tu te dirais pas, bon, ben là, on va devoir faire le deuil de, je sais pas, 10% ou 15%, je sais pas si on peut raisonner comme ça, hein, mais de boîtes et c'est le coût de la crise, quoi. Est-ce qu'on est prêt à faire ça en France sur l'investissement, à faire le deuil de boîtes, quoi? Il y a l'élément macro et l'élément micro. L'élément macro évident, c'est que tu ne peux laisser. En fait, il te faut toujours un soldat Ryan. Tu vois, le soldat Ryan, c'est celui qui entre guillemets devient le modèle pour tout le monde et les modèles sont importants. En France, on manque encore de très 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 belles boîtes qui sont devenues des grands modèles. Et donc, si tu as pas ces grands modèles et que dans le même temps, tu as plein de petits qui crèvent, tu mets un gros coup au marché. Donc, aujourd'hui, la perfusion du marché, elle est pas seulement liée au fait qu'il faut aider les acteurs économiques à survivre, mais elle est liée au fait que si tu en laisses trop mourir, tu vas décourager le marché.
et décourager le marché des entrepreneurs, décourager le marché des corporates, décourager le marché des investisseurs, décourager tous les marchés, quoi. Donc, on essaye en fait de garder la tête hors de l'eau pendant que des géants émergent et ça va mettre encore un peu de temps. Donc, ça, c'est problématique. D'un point de vue micro, c'est un sujet de moi ce que j'aime bien ce terme-là, de compassion rationnelle. La compassion rationnelle, c'est que tu comprends que les boîtes sont dans la merde, mais rationnellement, est-ce que ces boîtes-là étaient en train de performer ou pas? Est-ce qu'elles avaient des chances de succès? Et dans tout environnement darwinien, à un moment donné, il y en a qui s'en sortent. Il faut l'accepter. Et quand tu acceptes ça, ce que tu fais, et nous on l'a fait beaucoup sur nos boîtes qui de temps en temps malheureusement ne performent pas, c'est qu'on va on va les accompagner pas dans cette descente, mais dans ce premier échec ou dans ce énième échec, en leur disant que les échecs, ça fait partie de la vie, après, il faut rebondir, quoi. Mais il y a des choses qui s'accélèrent, les faillites s'accélèrent, il y a quelques boîtes qui avaient du mal, mais qui ont été poussées vers le haut par le Covid, et tant mieux pour elles, et elles vont s'en sortir. Et c'est vraiment un sujet de compassion rationnelle, tu vois. Il faut la preuve de compassion vis-à-vis des entrepreneurs, c'est important. En même temps, il faut être rationnel face à la crise. Il y en a qui s'en sortiront pas et on peut pas sauver tout le monde, tu vois. On n'a pas assez de bras pour sauver tous les Ryan. Ça marche pas. Et je trouve qu'en France, Mais on a encore. 10%, je pense que je pense que 10%, c'est un bon ratio. Moi, je suis parti du principe à la louche que j'allais avoir 10% des boîtes qui allaient mourir de manière accélérée et qu'on allait avoir 25 à 30% de destruction de valeur sur le portefeuille. C'est peut-être très pessimiste, hein, mais c'est pour essayer de faire une estimation à la louche. Ouais, pour théoriser ça. Et puis, du coup, les fonds, l'objectif des fonds et autres que Kima, selon toi, c'est aussi de se focus sur les champions, sur les boîtes qui s'en sortent le mieux pendant la crise, là. Mettre toutes les ressources financières et opérationnelles pour que ça contrebalance une baisse de valeur du portefeuille au global. Ça va être quoi ces prochains mois, le focus des fonds? Le métier d'un investisseur, c'est de maximiser le potentiel en venture. Ce n'est pas d'optimiser la performance, ce n'est pas de mitiger le risque. Si tu cherches à optimiser la performance ou de mitiger le risque, ça veut dire que soit tu es un investisseur small cap, et c'est pas pareil. Tu essayes d'avoir une performance moyenne sur tous tes investissements, et c'est tout à fait louable, et c'est même probablement d'un point de vue économique et rationnel beaucoup plus sérieux que le venture, à plein d'égards. Mais c'est pas du venture. Et après, sur l'optimisation du rendement, tu commences à optimiser quand tu te rends compte que ton portefeuille, dans sa globalité, outlier. Tu n'as pas de boîte qui va sortir du lot et donc tu essayes de sauver les pots cassés. Donc tous les fonds, ce qu'ils vont faire pendant les mois qui vont venir, ils vont regarder la santé du portefeuille et en fonction de la santé du portefeuille, soit ils vont se diriger vers une stratégie small cap qui consiste à mitiger le risque et optimiser le rendement, soit ils vont se rendre compte qu'ils ont quelques outliers qui se performent très très bien, surperforment et ils vont quasi complètement laisser tomber celles qui outperforment et juste refinancer un petit peu celles au milieu parce qu'ils ont la conviction que celles du haut vont très bien performer, quoi. Donc, ton comportement va évoluer en fonction de la santé de ton portefeuille. Soit tu vas te transformer en investisseur small cap, et donc tu vas essayer de tout mitiger et donc de faire de la couture sur toutes les boîtes. Soit tu vas te rendre compte que ton portefeuille venture ressemble à un vrai portefeuille venture. Tu vas prendre tout le haut du panier, tu vas le tirer. Tu vas prendre tout le milieu, tu vas le laisser y voter, et puis tout le bas, tu vas le laisser partir, quoi. Et c'est de l'évacuation, hein. Tout simplement. Et c'est tout bête. Ok. Tu as fait plein de lives. Je sais pas combien tu en as fait en tout, mais tu dois être à quasiment 30 heures ou 35 heures de compilé de live depuis un mois. Je vais te dire ça. C'est quoi ouais, je sais pas si t'en as fait combien, mais on a donc c'est Radio Château pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à suivre. Donc sur Storm et sur le Twitter de Jean. On a du coup, tu as écouté plein de choses, tu as interviewé plein de gens, etc. C'est quoi les good practices, les bons conseils que tu as entendus et à l'inverse, les mauvaises choses que tu as vues, entendues et que tu voudrais partager aujourd'hui un peu? Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas entendu trop de conneries.
quand même. Je trouve que les entrepreneurs sont assez clairvoyants. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile d'être clairvoyant quand c'est vraiment, vraiment, vraiment la merde que quand c'est, tu vois, mi-figue, mi-raisin, quoi. Donc là, c'est vraiment Ouais. la merde, donc t'es tranquille. Au moins, tu sais que c'est la merde et les mecs, ils sont pas en train de se dire, ah, c'est festival. Non, non, pour moi, ça va. Tout le monde a compris que c'était la merde. Bon, ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est pas cool, mais au moins, c'est clair. Tiens, pour te répondre à ta question, j'ai fait 36 heures de live sur 33 épisodes. Et donc ça c'est pour. Donc j'ai pas de grosses mauvaises pratiques. Sur les bonnes pratiques, elles sont très très claires. C'est que les gens sont tous allés chercher à stretcher leur ligne de cash pour pouvoir tenir jusqu'à fin 2021, en ayant un plan janvier 2021 qui vise à avoir un objectif de chiffre d'affaires mensuel, de burn mensuel et de cash en banque à la fin du mois. Et en fait, elles suivent à la quinzaine et au mois le déroulé de ce plan-là. Et après, le principe de base, c'est que il y a des ressources, quand tu les brûles, tu ne peux pas les récupérer. Parmi ces ressources-là, il y a l'efficience et il y a le cash. Et l'efficience, c'est qu'est-ce que tu fais de ton temps. Et donc, il faut que tous tes employés soient extrêmement productifs, efficaces et génèrent un maximum de valeur en un minimum de temps, en un minimum de temps par rapport au temps qui passe sur ces tâches-là. Et le cash que tu peux pas, le cash que tu vas brûler aujourd'hui, tu ne récupéreras pas demain. Donc, il vaut mieux licencier. Et là, on parle de compassion rationnelle. Hein, tu vois, tu peux faire preuve d'empathie, mais si tu fais preuve d'empathie, t'as plus de chances de faire crever ta boîte. Et donc, c'est pas sûr que c'est une très bonne idée. Il faut faire preuve de compassion rationnelle. Et là-dessus, donc, tu réduis tes coûts, tu réduis une partie de tes effectifs, quitte à réembaucher après l'été ou plus tard, quoi. C'est cette réalité-là qui est de détruire de la valeur court terme pour s'assurer de la pérennité, quitte à réembaucher pour recréer de la valeur long terme après, même si ça a un coût humain, un coût psychologique, un coût matériel, et qu'il faut vivre avec, quoi. Ouais. Et du coup, justement, là, tu parles un peu du retour quasiment au bootstrapping global, quoi. Dans toutes les boîtes, il faut vraiment réduire la voilure, aller plus vers le concret, les clients et se mettre un max de cash en sauvegarde des différents dispositifs. Est-ce que ça va être durable ou, comme on disait tout à l'heure, est-ce que ça va revenir après vers des modèles de croissance, de syndication avec des levées successives, etc. Bah, Ou si est-ce que tu, vraiment le bootstrapping va revenir à l'art des boîtes? de toute manière, si tu veux faire des très très grosses boîtes, dans le venture, tu es obligé de lever une tonne d'argent. Hein. Tu vois, il n'y a pas de secret. La question, c'est est-ce que tout le monde devrait lever une tonne d'argent? Certainement pas. Tu vois. Donc, voilà. Il y a des boîtes qui ne savaient pas ce que ça voulait dire, la rentabilité, aller chercher de l'efficience économique et tout, et qui tout d'un coup, en fait, se sont rendus compte que, un, c'était possible, deux, c'était bien, puis trois, d'un point de vue peace of mind, tu vois, genre tranquillité de l'esprit, c'est game changer, quoi. C'est beaucoup plus cool quand tu fais Ouais. rentrer du cash à la fin du mois que quand on fait rien. Et je dis cette analogie la dernière fois sur un live, mais tu vois, la levée de fonds, c'est un peu comme le pot de Nutella. Tu l'ouvres, tu commences à en bouffer, bah, tu arrives à la fin et en fait, tu es marron, quoi. Hein. Et donc, faut que tu fasses vachement gaffe à ça. Les gens, en fait, ils lèvent de l'argent, ils avancent, et ils disent, voilà le next milestone que je dois. Personne se dit, qu'est-ce qui se passe si je peux plus lever d'argent? Et ben là, pour la première fois, ils sont dans cette situation-là et ça les pousse dans leur retranchement. Et c'est souvent dans les retranchements que les entrepreneurs font preuve de créativité, de résilience et d'action exceptionnelle qui démontrent leur grande capacité, soit leur incapacité. Et je trouve que moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein. Ce que j'aime dans ces crises-là, c'est voir le potentiel des gens se réaliser dans la merde, quoi. Tu vois, et faire des choses extraordinaires. Je trouve ça. Tu vois, j'ai une casquette Shoes, c'est une boîte e-commerce qui fait un vente privé pour les millennials. Tu peux pas savoir à quel point cette crise leur a fait mal et à quel point ils en sont ressortis grandis. Et c'est une boîte qui a triplé de taille en quelques semaines parce qu'ils ont craqué un truc qu'ils n'auraient pas craqué si la crise n'était pas tombée, quoi. Et ça, c'est génial de voir ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour voir, c'est pour voir des Michael Jordan émerger de notre portefeuille. Tu vois. Ouais, de la résilience, je suis vachement d'accord avec toi, surtout que en plus de l'argent du venture qui va être, il y en aura pas moins, mais elle va être beaucoup plus difficile à obtenir, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent qui reste, etc. Il y a l'argent de la BPI. Nous, on voit les caisses qui se vident à vitesse grand V, et puis il y a un moment où on va dire stop. C'est quand même nos impôts qui financent la BPI, c'est le Trésor public.
Et les banques, pareil, hein, elles disent qu'elles ont des mandats jusqu'en décembre pour mettre des PGE. Ils sont déjà à des enveloppes très importantes destinées. Donc, ça veut dire qu'en septembre, concrètement, un entrepreneur, il va avoir beaucoup plus de mal à trouver de l'argent bancaire et de la BPI qui distillait beaucoup de subventions, etc. Et beaucoup moins d'argent des fonds. Et donc, cette tendance de pas compter sur l'argent qu'on peut aller chercher et essayer de se concentrer sur ses clients, etc., ça va être beaucoup plus vrai, quoi. Ouais, Encore plus vrai. et c'est génial. Tu vois, remettre Ouais, c'est toujours, enfin, tu regardes les gens qui ont des changements drastiques dans leur vie, c'est des gens qui ont subi des chocs, quoi. Et là, on est tous en train de subir un choc. Et je te dis pas que ça fait du bien, et ça fait des dégâts, c'est certain. Faut surtout pas minimiser ça, c'est important. Mais il y a toujours des effets positifs extraordinaires et je suis content qu'on puisse les voir. Enfin, nous, on le voit comme ça. Et puis, il faut être philosophe dans la vie, tu vois. Le problème, c'est pas de tomber, c'est de pas se relever. clairement. J'ai quelques petites questions encore à te poser avant de prendre les questions que vous avez posées dans Ouais, l'onglet questions. Ne vous en faites pas, on va répondre à on tout. va Il y a répondre à Willem tout qui le monde. va répondre Adrien, tu bois du Ricard? Non, c'est pas du Ricard. En fait, c'est un fin de jus d'orange. Je suis pas encore au Ricard en 11 heures. Sinon, là, le confinement aurait eu raison de moi. C'est juste du jus d'orange, je vous rassure. Ouais, j'ai des questions à te poser sur. Et alors, on a eu hashtag balance ton porc en 2018. Et maintenant, on a Ouais. balance ton Vici, quoi, qu'il faudrait faire. Hashtag balance ton Vici avec toi, Jean, qui est un peu le Robin des Bois de l'entrepreneuriat, enfin de l'investissement, à tirer des flèches sur les mauvais comportements. C'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur et que tu as fait, qui a même pas mal été repris du coup, parce que en lame de fond, tu as eu un tweet de Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui a dit mauvais Vici, la BPI ne va plus jamais vous financer et Oui. on vous trouvera. Il y a eu, moi je suis dans le Galion. Dans le Galion, il y a une VC list qui a été mise à jour pas mal par les entrepreneurs qui du coup sont plus transparents sur les comportements qu'ils ont eu, des bons, mauvais VC, etc. Mhm. Voilà, ça va être quoi la sortie de tout ça? Est-ce que ça va être beaucoup mieux pour que l'écosystème standardise des comportements, ou est-ce que c'est aussi propre aussi à l'investissement en private equity ou en LBO ou en dette? Tu as des bons fonds, des mauvais fonds, t'as des gens qui sont bons, tu as des gens qui sont mauvais, tu as des gens qui sont bons fonds, tu as des gens qui ont mauvais fonds, sans faire de blagues. C'est quoi l'output de tout ça et de ta quête vers ne bossez pas avec les mauvais VC, quoi? Le truc, c'est que plus tu montes en taille de fond, donc LBO, Private Equity, et plus tu tombes sur des enflures. Parce qu'en fait, leur modèle, leur moteur, c'est pas les entrepreneurs, c'est l'argent, au sens strict du terme. Donc ça, c'est affreux, tu vois. Donc ne parlons même pas des LBO, tous ces trucs-là. C'est vraiment, plus tu avances et plus tu arrives dans la crème d'enflure, je veux dire, au maximum. Le truc du VC, c'est que c'est un people business et il n'y a pas d'autre définition de ce métier-là, même si quand tu le fais bien, tu peux avoir des résultats extraordinaires. Et la raison pour laquelle moi je critique, ou plutôt j'affiche le fait qu'on n'aura aucun scrupule à donner le nom de ceux qui se comportent mal, c'est parce que souvent, les VC ils vont tendance à mettre une claque à un entrepreneur et dire ah non mais je lui ai juste mis une claque, c'est pas grave. Mais en fait, tout est grave, tout est important. C'est dans un métier extraordinaire où oui, peut-être que tu as des entrepreneurs qui vont faire du mauvais boulot, oui, peut-être que tu as des entrepreneurs qui vont pas remplir le mandat et tout, mais c'était ton choix d'investir. À un moment donné, tu as eu le choix d'investir ou pas. Ta conviction face à une incertitude donnée dont tu savais qu'elle était très grande. Et le jour où tu as pris cette décision-là, tu as pris l'ownership de cette décision et donc tu dois la tenir, quoi. Et c'est hyper important. Et tu vois, j'ai eu le cas de certains fonds qui ont reçu des appels de Cédric O, qui leur a gentiment dit qu'il fallait qu'ils fassent attention à leur comportement, et qui râlent parce qu'ils disent oui, mais je comprends pas, sur cet entrepreneur, on s'est pas mal comporté, on a entre guillemets juste fait ça. Mais juste fait ça, c'est pas bon. Le problème, c'est pas que tu juste fait ça. Le problème, c'est que tu me dises que tu juste fait ça. Dis-le, putain, que t'as fait une connerie. Tu peux lui dire à l'entrepreneur, écoute, je suis désolé, c'est Covid, et en fait, ce que je t'ai vendu, ce qu'on a signé, j'ai pas le courage de l'exécuter. Dis-le que t'as pas le courage de l'exécuter. Dis-le que ça change la donne et que ça change la donne et que ça change la donne pour toi, et etc. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire Ouais. clairement, je reviens sur mes engagements. Je trouve, c'est pas
entre guillemets, c'est pas correct parce que on aurait signé une semaine avant ou 2 semaines avant, ça aurait rien changé au schmilblick. Mais je suis pas à l'aise parce que j'ai un fonds, j'ai des LP, je veux pas leur faire subir ça. Et en fait, pour une fois, c'est pas toi que je vais soutenir, c'est les LP. Dis-le clairement, quoi. Dis-le que tu es en train de faire que t'es en train de faire une connerie. Mais juste, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ça m'énerve les gens qui disent je n'ai que fait ça. Ou alors non, mais c'est pas moi, mais tu comprends, l'entrepreneur aussi, aujourd'hui, l'entrepreneur, il est roi, il fait ce qu'il veut, les valos, elles montent, mais qu'est-ce qu'il croit et tout. Attendez, on se calme, ok? Quand tu es investisseur, que tu as management site pendant 10 ans, que tu vas te gaver quoi qu'il arrive, que tu es sur une logique de portfolio où quand toi, tu as la moitié de tes boîtes qui vont pas bien, ça t'empêchera pas la moitié des autres de te faire gagner de l'argent, tu viens pas te plaindre. Ok, la base, c'est ce que j'adore ce bouquin et je vous invite tous à le lire. Ça s'appelle Extreme Ownership. Extreme Ownership, c'est l'histoire des Navy Seals. C'est les mecs, quand ils rejettent la faute sur quelqu'un d'autre, le résultat final, c'est la mort. C'est que les mecs, ils se font buter, quoi. Et ben, moi, je suis pour le fait que les investisseurs arrêtent vraiment, ou plutôt commencent, c'est plutôt différent, commencent à dire, ah putain, là j'ai été con, là j'ai fait une connerie, là c'était pas bien. Il y a un mec à qui j'avais discuté chez WeWork en octobre dernier. Il me parle de sa boîte. Je lui dis, écoute, c'est super intéressant. Quand tu fais ton démo day après Entrepreneur First, viens nous voir. Je pense que c'est un ticket sur lequel on peut mettre 100 000 euros, tu vois. Et je trouve que c'est génial ce que tu fais. Le mec vient me voir en avril et il me montre son deck. Et dans son deck, il dit, il y a marqué Kima 100 000 euros. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, bon, alors là, la situation est un peu différente. Donc, qu'est-ce que je t'ai dit exactement en octobre-novembre? Est-ce que je me suis mal comporté? Est-ce qu'on peut s'appeler? Je veux comprendre, tu vois. Et si j'ai fait une bêtise, c'est hyper important que je comprenne. Qu'est-ce que j'ai mal dit? Qu'est-ce que t'as perçu? Et je veux pas dire que tu l'as mal perçu, parce que c'est ma responsabilité. Et cet ownership, il est important, quoi. Et en fait, les investisseurs n'ont pas assez d'ownership, je trouve, dans les décisions qu'ils prennent et les relations avec les entrepreneurs. Quand c'est la merde, c'est jamais de leur faute. Et Ouais, ben si, tu vois, c'est de ta faute. Et même si c'est pas de ta faute, c'est quand même de ta faute, tu vois, parce que c'est l'exemple que tu dois montrer à l'entrepreneur. Et ça me gonfle, ça me gonfle. Donc moi j'ai des investisseurs que j'aime beaucoup, que je connais bien. Il y a même certains à qui j'ai présenté des investisseurs qui ont investi chez eux, tu vois, donc de griffe contre eux. Mais quand ils me disent non, mais je trouve que les gens, ils y vont un peu fort. On n'a pas merdé tant que ça. On a, c'est pas grave. Tu vois, own ton erreur. Et commence par là et après on en parle. Et ça, c'est important. Ouais, c'est la première chose. Après, sur les comportements, est-ce que justement, parce que on va changer, on va rééquilibrer les relations un peu entre guillemets entre investisseurs et entrepreneurs. Un entrepreneur, il y a 3 mois, pouvait recevoir 10 term sheets et avoir des leviers de négociation, que ce soit sur la valo que sur les termes des deals. Le fait qu'on va rééquilibrer clairement les relations, alors jusqu'où? Tu as même fait un tweet là-dessus, et puis il y a l'article de Fred Destin sur The Return of the Barbarians avec est-ce qu'on va revoir Ouais. des causes dégueu du passé ou pas? Mais en tout cas, est-ce que justement, avant ces prochains mois, mettre un peu la pression sur les mauvais comportements, c'est s'assurer quelque part d'un constant équilibre sur la manière de faire des deals ces prochains mois et du coup, avant que les deals se fassent, faire attention aux mauvais comportements, quoi, aussi. Ouais. Le problème que tu as aussi, quel est le curseur de mauvais comportement. Je vais te donner un exemple. Par exemple, Elaya, c'est dans leur pratique, c'est dans leur volonté de mettre ce qu'on appelle des clauses de liquidation préférentielle participative. Je peux te le dire parce qu'ils ont essayé ou en tout cas ils en ont mis dans dans certains des deals qu'ils ont fait chez nous. Et l'entrepreneur, il peut s'offusquer contre ça, mais tu vois, ils tiennent cette ligne de conduite. En fait, ils aiment cette clause. Genre, c'est important pour eux. Dans un monde où cette clause n'existe plus, parce qu'il y a de la compétition, ils peuvent plus la mettre. Le jour où ça reprend, bah, ils vont décider de la mettre. Et en fait, à un moment donné, c'est aussi où est-ce que tu t'insères dans le marché et donc est-ce que tu arrives à rentrer dans le marché. Moi, ce qui me dérange, en fait, dans ce comportement où tu mets une clause que tu voulais toujours mettre et que tu pouvais pas mettre parce que le marché était pas bon, c'est changement de comportement, opportunisme en fonction du secteur de marché, tu vois. Si à un moment donné, tu as trop de compétition sur ton marché VC, et donc, tu peux plus faire ton job comme tu voulais le faire parce qu'en réalité, bah, tu vois, je pense que les plus consistants là-dedans, c'est typiquement Isaïe. Isaïe, ils ont décidé de pas faire de deal
plutôt que de s'adapter au marché pour faire les deals tel que le marché voulait le faire, tu vois. Et je préfère ce comportement-là parce qu'il est beaucoup plus consistant qu'un comportement opportuniste qui vise à dire bon bah là pour l'instant je vais serrer les dents vu que le marché est comme ça, je vais appliquer les règles du marché et puis dès que ça revient à la normale, je vais remettre mes clauses quoi, tu vois. Ça me dérange de manière assez fondamentale parce que ça a un manque de consistance dans ta stratégie et je pense que c'est ce qu'on exige d'un investisseur. Donc donc là, on va se retrouver dans une situation où tu avais des investisseurs qui étaient en situation d'inconfort par rapport au marché tel qu'il était, parce que les valos étaient trop importantes, les clauses étaient trop au bénéfice des entrepreneurs, à leur goût en tout cas. Et donc, ils vont revenir avec des comportements différents. Et le problème de revenir avec des comportements différents, c'est que ça va créer des précédents, ça va créer des exemples, ça va exciter des avocats comme Gide, tu vois, qui sont plutôt investor friendly et qui poussent très 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 fort sur les clauses investor friendly et qui vont pousser encore plus fort. Et en fait, le problème, c'est ces effets de balancier, quoi. Où comme le marché va changer de dimension, il va en fait exacerber les comportements. Donc oui, les comportements étaient exacerbés en fonction de avec l'entrepreneur parce qu'il y avait beaucoup de capital. Et oui, les comportements vont être exacerbés à l'inverse pour les investisseurs à mesure que le capital se raréfie ou que les conditions sont plus compliquées. Mais moi, je suis désolé, mon métier, c'est de croire en des entrepreneurs. Et je suis pas d'accord et j'aime pas le principe de faire levier sur une situation pour mettre des clauses qui me favorisent moi et qui sont pas des clauses qui sont en adéquation avec la raison pour laquelle je fais ce métier-là. Moi, je fais ce métier pour gagner 100 fois la mise sur un entrepreneur. Je fais pas ce métier pour gagner 2 à 3 fois la mise sur un entrepreneur. Je dis pas que c'est un échec, mais c'est pas une réussite quand je gagne 2 à 3 fois la mise et je le fais pas pour ça. Donc, je vois pas pourquoi je mettrais des clauses de protection de mes downside qui sont excessives alors que mon métier, c'est un métier d'upside. C'est complètement en inadéquation avec la pratique de marché telle qu'elle devrait exister. Ouais. Et pour autant, c'est justement ce que tu disais en tout début, c'est le curseur est quand même difficile parfois à trouver et à appréhender pour des entrepreneurs. Nous, c'est facile, on est des spécialistes du venture, de la levée de fonds, on en fait tous les jours, on en bouffe, on voit tous les invests, etc. Un entrepreneur, généralement, s'il lève de façon successive tous les Exact. 2 ans. Donc, Ouais. il sait pas où mettre le curseur. Et c'est quoi la solution? C'est qu'on fasse plus de com. Nous, avec Eldorado, on s'est dit, plus on communique, plus on fait de l'éducation positive sur tout ça et on montre les choses, mieux c'est. Mais c'est toujours difficile de mettre le curseur. Là, tu dis aussi ça, mais il y a des fonds qui pourraient dire, ouais, mais nous aussi, on veut l'upside. Mais le marché est tellement compliqué, on veut bien faire ce deal, mais il faut qu'un minimum, on sécurise notre investissement de telle ou telle manière aussi. Tu vois, ça peut s'entendre aussi à côté. Et c'est difficile à apprendre pour un entrepreneur de savoir si c'est des conditions de marché ou pas, ce qu'on lui propose. Ouais, il y a le problème des conditions de marché, puis il y a le problème aussi d'intelligibilité de la clause et des relations. Quand tu es investisseur, tu as l'habitude des clauses, comme tu dis, tu as l'habitude de faire des deals. L'entrepreneur, il n'en a pas l'habitude. Et au lieu de te mettre dans une salle avec lui pour tu vois, lui expliquer clairement la raison pour laquelle tu fais les choses. Et la raison pour laquelle je me permets de citer Elaya, elle est importante, c'est parce que bon, moi, le fait qu'il fasse ça, ça me fait chier. Ils le savent, c'est pas grave. Hein. En revanche, les entrepreneurs avec qui j'échange et qui sont en deal avec eux, ce qu'ils apprécient chez Elaya, c'est l'intelligibilité avec laquelle ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre ces clauses. Qu'on soit pas d'accord sur la raison pour laquelle ils mettent ces clauses, c'est une chose. Mais moi, je pense que c'est important que l'investisseur se pose autour de la table avec l'entrepreneur et joue franc jeu, tu vois. Et ça, c'est essentiel. Et le problème des clauses qui sont un peu abusives dans un sens ou dans l'autre, c'est que tout d'un coup, en fait, l'investisseur, il joue plus franc jeu. Et ça, c'est problématique. Et donc, la raison pour laquelle le Galion, tu vois, a fait cette term sheet avec toutes ces explications associées, c'est justement pour créer ce lien de confiance, tu vois, où tu es autour de la table et où chacun a une information avec un bon niveau de symétrie et un niveau de connaissance qui leur permet de rentrer dans une bonne discussion, dans un conflit qui est constructif, quoi. Et donc, j'espère que, et d'ailleurs, je pense que c'est la responsabilité du Galion vis-à-vis des entrepreneurs, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, de dire
quelles sont les limites acceptables d'une négociation et quelles sont les limites inacceptables d'une négociation dans un sens ou dans l'autre. C'est normal, par exemple, qu'un investisseur ait des droits de veto sur des décisions importantes de l'entreprise parce qu'il a investi du capital et il a investi du capital dans une certaine mesure. Et donc, il y a une mesure à partir de laquelle c'est plus un sujet de confiance, c'est un sujet de gouvernance. De la même manière que dans des clauses de liquidation préférentielles, pour que les investisseurs retouchent leur argent à la sortie, il y a des limites au-delà duquel il ne faut pas passer. Et donc, c'est vraiment une question d'intelligibilité du discours et de relations franches, quoi. Et je pense que la problématique de relations franches est importante dans la relation entrepreneur-VC, parce que c'est comme dans un couple, si tu ne te parles pas franchement, si tu ne te dis pas les choses, à un moment donné, ça va péter, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et pour compléter ce que tu dis, moi, ce que je déteste aussi sur les investisseurs parfois dans les mauvais comportements, c'est le fait de mettre la pression, que ce soit une pression de temps, que ce soit une pression avec l'argent ou avec la valo. Et ce que j'ai vu pas mal comme mauvais comportement, c'est la pression du temps en disant si tu fais pas le deal vendredi 28 décembre, alors Ouais. que c'est entre Noël le jour de l'an, parce que tu comprends, on doit gérer notre comptabilité alors que ça n'a rien à voir et que c'est des mauvais arguments, etc. L'entrepreneur en face, il a mis fin à toutes ces term sheets et tout, il n'a plus le choix et le deal doit se faire, sinon il a l'impression que sa boîte va s'écrouler. Les investisseurs savent qu'ils ont le doigt sur le virement et donc ils ont le pouvoir quoi, de Ouais. l'argent. Ça, c'est un grave mauvais comportement. Et surtout, c'est parfois, pour deuxième mauvais comportement, aussi être très irrespectueux des business angels des premiers tours de table. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal vu. C'est vrai. Et ça, c'est un peu dégueu parce que ils peuvent être loqués pendant des années, etc. Ou alors totalement. Voilà, j'ai eu des investisseurs qui ont dit à des entrepreneurs, tiens TBA, sinon on fait pas le deal. Genre comme si tu sais, c'était une meute C'est vrai. d'enfants à tenir, etc. Et ça, c'est quand même des mauvais comportements. Si on a la pression pour faire un deal, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais dans l'alignement d'intérêt, quoi. Ça doit se faire quand même Ouais. de façon. Mais il y a deux éléments là-dessus. La première, c'est que les fonds poussent un peu au closing rapidement parce qu'ils ont peur de la compétition. Et la raison raison pour laquelle ils ont peur de la compétition, c'est que de la même manière que l'entrepreneur n'est pas habitué au terme d'un deal, l'entrepreneur, tu vois, tu es à une date, ok, tu es avec un mec, une nana, tu te lèves, tu reviens, ta date n'est plus là. Boum. En fait, c'est ça la peur de l'investisseur, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il y a un mieux-disant, il y a quelqu'un qui fasse de meilleurs efforts, qui vende mieux la sauce, qui en fait viennent piquer te le deal, viennent te piquer le deal à la barbe. Et en fait, c'est arrivé. Et c'est arrivé à tous les investisseurs. Donc, les investisseurs sont un petit peu stressés par ce sujet-là. Ils ont peur de se faire piquer le deal. Et parfois, l'entrepreneur, juste, il prend la mauvaise décision. Tu vois, il prend la mauvaise décision parce que juste l'investisseur en face, eh ben, il a mieux joué ses cartes. Tu vois, c'est un peu une partie de poker. Donc ça, c'est un peu difficile. Et après, sur le respect des business angels, je suis entièrement d'accord avec toi que il y a des choses qui se font et qui sont normales. Et il y a des choses qui se font pas. Et la limite, elle est fine. Mais de la même manière que quand tu deals avec des entrepreneurs, il faut que tu arrives à te poser autour de la table avec les investisseurs des premiers tours pour qu'ils comprennent, mais tu les as pas choisis. Et donc, parfois, tu te retrouves aussi avec quelques investisseurs business angels qui sont des véritables casse-couilles, mais genre Ouais. grave, des trucs de malade. Et donc, ça, ceux-là, tu les gères pas. Donc, il faut que les investisseurs comme nous et comme d'autres, dans des tours successifs avec des business angels qui étaient là avant, sachent faire la part entre ceux avec qui tu peux discuter et ceux avec qui tu peux pas trop discuter ou qui sont un peu trop ou qui se comportent comme des VC malotru, quoi. Et Ouais. nous, je pense que de la même manière qu'il y a une liste de VC, il devrait y avoir une liste de business angels. Moi, je les connais, les noms des enfoirés. Tu vois. Et on fait attention quand on est dans les captables, hein, tu vois. On sait que ça va être compliqué à un moment donné. Ouais. On va prendre les questions parce qu'il y en a pas mal. Il y a des questions, Allez, si tu on les veux, descend un rapidement. par un et puis on les met en. On les parle en bas ou par le haut? Ouais, par le bas et réponds peut-être rapidement aux questions auxquelles tu as déjà répondu sur Allez, d'autres lives, etc. Le nom de Kima et le nombre de participations que vous avez en alors, 2 mois. participation, c'est facile. Il y en a 837 à l'heure actuelle. Donc voilà. Le nom de Kima, il vient. Alors, en hébreu, ça veut dire sustainable. Et en grec, je crois que c'est la vague, la wave. Et donc, moi, j'utilise les deux. Je trouve que ça fait bien. Tu vois, il y a un mix entre grec et hébreu. La wave, sustainable. Tu vois, si tu voulais écrire une histoire dessus, tu seras en plein dedans, quoi. Euh, Est-ce que mon déménagement dans le sud va changer ma façon d'investir, voire de vivre? Si oui, comment?
Euh, je sais pas, je crois pas. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'essaie de bâtir beaucoup plus de routines pour être beaucoup plus efficace. Je cuisine plus et je fais plus de sport. Je pense que les changements de situation te permettent d'enclencher des choses qu'il faut ensuite arriver à faire tenir sur la durée. C'est ça le plus difficile. Euh, Qu'est-ce que Vous veut avez dire fait des deals pas? Ouais, plein. entre le 7 et le 6 mai, là, vous avez fait des deals d'entrepreneurs que vous n'aviez pas rencontrés avant, que vous avez rencontrés Ouais, sur Visio. ouais. On a fait quelques-uns. On a fait plusieurs. Donc, Et c'est d'après, des entrepreneurs qui sortent du lot, hein. ouais. Ouais. Mais la manière d'investir, on peut continuer aussi à investir parce qu'on ne sait pas combien de temps le confinement va durer et quand est-ce qu'on va pouvoir se voir un café, échanger autour d'un deck. Bah, moi, la moitié des deals que j'ai fait, de toute manière, c'est des entrepreneurs que j'avais jamais vus, puisqu'ils sont basés aux US. Ouais. Là, j'ai une boîte qui s'appelle Contraline. Kevin, il est basé à Charlotte, en Virginie, je crois. Il fait un dispositif contraceptif pour les mecs, une vasectomie réversible. Je lui ai parlé en 2015 un jour, je lui ai jamais parlé depuis. Et j'ai des updates tout le temps, et on se fait des emails, et voilà, et ça fait le job, hein. Ça va. En site, ça va. Le problème, c'est quand tu es sur des gros montants, c'est RIA et tout, là, là, Ouais. c'est un peu sportif. Je suis assez d'accord. Ouais. Quand pensez-vous que les VC Business Angels auront de nouveau de l'appétit pour les dossiers early stage? Écoute, après les vacances d'été, septembre. Vraiment. Ça va commencer en juin, juillet. Mais en fait, ils vont pas vraiment y arriver. Ça va redémarrer à partir de septembre, pour de vrai. Est-ce qu'on se définit plutôt comme un business angel ou comme un VC? Nous, on se définit clairement comme un business angel parce que toute la philosophie et tout l'argent vient de chez Xavier. Et moi, je ne suis ni plus ni moins que le proxy de Xavier. Et mon job, c'est d'être la meilleure image extérieure possible de Xavier en adéquation avec ses valeurs. Et si par exemple, et tu vois, un truc bête, mais si un jour on n'était plus aligné, pour une raison X ou Y, que je pète un câble ou qu'il pète un câble, je sais pas, on bosserait plus ensemble, tu vois. Mais tant qu'on est aligné sur les valeurs et sur la manière dont on fait les choses, on continuera de bosser ensemble. Chez Make Sense, ils acceptent d'avoir une rentabilité plus faible pour investir dans des sociétés. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager? Oui, nous, il y a des deals dans lesquels on investit, sur lesquels on sait qu'on va avoir une rentabilité plus faible, mais qui ont une valeur pour la société, qui ont de l'impact et et pour lesquels c'est important qu'on soit là. Et on en fait quelques-uns par an et c'est possible parce qu'on a un portefeuille de 100 boîtes par an et donc avoir 10 boîtes complètement timbrées et 10 boîtes qui sont sur des convictions un peu moins fortes, mais sur des impacts un peu plus forts, ça marche d'un point de vue économique, donc on le fait volontiers, quoi. Le point de vue sur les solutions autour de la mobilité sont-elles remises en cause dans les tests d'investissement? Non, la mobilité va s'accélérer autour des deux roues, des trottinettes, etc. avec ce qui se passe actuellement. Ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Il faut juste qu'on arrive à faire des modèles qui sont un tout petit peu moins explosifs, un tout petit peu plus long terme et qui soient un peu plus engageants pour l'utilisateur. Investir des centaines de millions ou des milliards dans des scooters électriques, c'est complètement stupide, quoi. Tu vois, c'est comme les mecs qui mettent une tonne dans une éolienne, qui te font le bilan carbone et qui ont oublié de te mettre le coût de construction et de transport de l'éolienne dedans, quoi. C'est stupide. Même si je connais pas la répartition, hein, donc ça se trouve c'est peanuts, mais il faut quand même le mettre. C'est un exercice d'honnêteté intellectuelle. Quel type de financement adapté pour une boîte early stage B2C qui fait du covoiturage de niche? Oh putain, dur. Ouais. J'ai envie de te dire, si possible, pas d'investisseur. Quels sont vos critères de sélection pour entrer dans le club Team Ventures? Nous, c'est toujours la même chose, hein. Une histoire, c'est l'équipe et le marché. Et donc, c'est un marché qu'on aime, sur lequel on a de l'appétence. Et après, il faut qu'on pense que l'équipe est une équipe qui peut gagner au moins la deuxième place, et si ce n'est la première place sur le marché. Et après, il y a des sujets qu'on regarde plus. On regarde plus la cosméto, on n'aime pas trop la hardware consumer, moyen le e-commerce, moyen la tech, le gaming, on n'est pas super fort. Et, et voilà, donc en fonction des sujets, on a des critères qui varient un peu. Est-ce qu'il y a une tendance ou non envers un retour des technologies matérielles, hardware et de l'industrie? Non. Où le VC va-t-il garder sa part importante dans le numérique? Numérique, ça c'est sûr. C'est un autre métier, le hardware, et c'est super dur. Je pense qu'il faudrait avoir des fonds spécialisés là-dedans. Un petit update de tes tiers listes du portefeuille Radio Château. Pas encore. J'aurai un update dans un mois et demi, je pense. Est-ce que le e-learning gagne un intérêt pour les VC avec la crise du Covid? Oui et non. Le e-learning, c'est un fantasme dont on aimerait qu'il se réalise et on ne sait pas pourquoi il ne se réalise pas. C'est un peu l'équation
dont on a du mal à voir les inconnus et donc qu'on a du mal à analyser. Ce qui est un peu un sacré paradoxe pour un sujet qui est l'éducation, quoi. En fait, on a du mal à savoir c'est quoi l'équation gagnante en e-learning. On a des très belles boîtes hein, comme Schoolmove, comme Classroom, comme Open Classroom dans notre portefeuille, mais sinon, putain, c'est dur comme marché. Proportion de sociétés en difficulté dans notre portefeuille, c'est entre 15 et 30%, ça dépend des jours. Dans cette incertitude, est-il possible de sortir du très court terme? En fait, il faut sortir du très court terme. En fait, tu agis à court terme sur des ambitions long terme. C'est le seul moyen d'y voir clair, c'est de faire un matching entre les deux. Est-ce que ma connexion Internet de campagne va me manquer? Oh putain, non. Si seulement je pouvais avoir la fibre là où je suis, je serais tellement content. Le darwinisme repose sur la compétition, certes, mais aussi sur la collaboration entre les espèces. Tout à fait d'accord. Dans ce cas, comment envisagez-vous cette compassion et cette collaboration opérationnellement parlant chez Kima? Écoute, c'est simple, on garde du respect pour les gens qui font des efforts et qui sont honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà, et puis on essaie d'y mettre un peu du sien. Et pour ceux qui ne mettent pas du sien, c'est comme Jésus 2, le retour des inconnus. Qu'est-ce que tu fais, Jésus, quand on tape sur une joue? Je tends l'autre joue et j'en profite pour lui mettre un coup de boule dans les valseuses. Mais là, c'est un peu pareil. Quand est-ce qu'on commence quand est-ce qu'on commence à réenvoyer nos dossiers? Septembre, c'est possible. Si tu peux éviter juin-juillet, ce serait mieux, c'est septembre. Est-ce que l'annonce d'Airbnb sur un licenciement de 25% de sa masse salariale n'est qu'un début? Est-ce qu'on va voir un écosystème startup tomber, ralentir ou se retourner cette année? Ce qui est vrai pour Airbnb, c'est vrai pour énormément de boîtes, notamment plus matures. Airbnb n'est pas une exception ou n'est pas quelque chose de particulier. En revanche, quand tu es dans des fonctions de croissance comme ça, ce que tu fais, c'est que tu embauches plus que tes besoins et tu prends une avance opérationnelle très forte sur ton plan stratégique. Donc, tu as énormément de redondance. Et donc, c'est nécessaire pour ces boîtes-là de cutter un peu plus que dans d'autres marchés parce que il faut couper la redondance et maximiser la productivité des équipes. Donc, malheureusement, ce n'est que très naturel et très normal comme réaction. Quelle est la part de risque dans vos décisions d'accompagner les startups? Maximale. Hein. Nous, tu sais, on fait 100% de conviction sur 99% d'incertitude. Donc, le risque, c'est un peu le métier du venture. Savez-vous comment la BPI va pouvoir accompagner les prochaines levées de fonds avec tout ce qu'elle distribue actuellement? Aucune idée. Ça, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est Adrien. Pour rentrer au Galion, tu as levé 3 millions en seed. Adrien, tu as levé combien, toi? Les critères, ça fait partie des critères. Sur une précédente boîte, j'avais levé plus de 3 millions et là, on a levé 1,5 million sur Eldorado. Nous. Ah ouais, c'est ça. Jordan disait, j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. J'aime beaucoup ce documentaire sur Jordan et l'autre truc que j'adore, c'est un documentaire qui s'appelle Losers. Et en fait, qui parle de gens qui n'ont pas échoué, mais dont les histoires sont assez singulières et qui en ont chié. Et en fait, le succès dans la vie ou le bonheur dans la vie, c'est de prendre du plaisir dans la difficulté de s'améliorer, quoi. Parce qu'en fait, l'effet de la victoire, elle s'estompe, ou plutôt elle laisse place rapidement à la volonté de continuer d'avancer et à l'envie de progresser. Je pense que c'est ça il est là le vrai kiff. Si tu prends pas du plaisir dans le chemin et que tu cherches juste la destination, c'est sûr que tu vas être malheureux. Kima Ventures accompagne-t-elle des startups avec un prévisionnel de retour sur investissement supérieur à 5 ans? Nous, on est 10 ans et plus hein, en termes d'horizon d'investissement. Hein. Moins on vend tôt, mieux on se porte. Les boîtes, si elles existent pendant longtemps, c'est soit qu'elles traînent, soit c'est que des Walking Dead. Et dans ce cas-là, c'est la vie. Et bon, que dire? Soit c'est parce qu'elles vont bien et qu'elles continuent de se développer. Et tant mieux, la valeur est en train d'être créée. Comment un VC peut-il analyser des BP 2020-2021? Alors moi, je regarde pas de BP, j'en ai pas regardé depuis 5 ans, donc je sais pas comment ils font. Et généralement, quand tu essayes, ça sert à rien parce que ils sont obsolètes. Ce qui est important, c'est pas les BP, c'est les budgets. Et le budget, c'est le cash plan. Donc c'est combien tu comptes brûler dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Et ensuite, tu fais des hypothèses de chiffre d'affaires, tu regardes si ça tient ou si ça tient pas, et tu ajustes à mesure que le temps passe. Alors, j'ai perdu. Ah si. Kima accompagne-t-elle une jeune sur startup créée en février? Oui, si elle est très belle, pourquoi pas. Hein. L'équipe Kima revoit-elle ses tests d'investissement sur certains sujets pour 2020? Lesquels, par exemple? Quel timing sur les reprises d'analyse deal flow seed? Nous, on n'a pas de test d'investissement, on mise sur des gens et on regarde les marchés à mesure qu'ils s'adressent à nous.
La réussite dans le venture, c'est la curiosité. Et la curiosité, c'est s'exciter sur un sujet alors que ce sujet t'était inconnu ou t'ennuyait profondément quelques mois avant. Et donc, c'est ça qui est sympa. C'est quand tout d'un coup, tu fais un deal sur un sujet que tu n'aurais jamais espéré ou que tu connaissais pas et qui est super excité. C'est vraiment ça le kiff dans le venture. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec moi? Oui, il suffit de me faire un mail sur jean@skimaventures.com et sinon, mon autre email est en clair sur LinkedIn. Investissez-vous dans les startups orientées sport, IoT, bof, pour être honnête. Sport, oui, IoT, bof. En fait, hardware, en général, bof. Quel est ton avis sur les BSAR pour une levée en seed? BSAR, ça, c'est bien, mais si tu as des investisseurs qui sont là et que tu es d'accord sur la valo, fais un tour de financement classique, hein, ça marche parfaitement aussi. Comment avez-vous appréhendé la fin d'Afri Market? On l'a pas appréhendé, la fin d'Afri Market. On savait que ce serait difficile et malheureusement, ça a été difficile. Voilà. Mais on savait que c'était difficile. On Ouais, savait. surtout par les plus gros, en fait. Rocket et sur un marché qui était, où il y a peu de concurrents, mais le winner take all, quoi, sur leur marché. Ouais, winner takes all. Et puis, il y a des marchés qui sont ingrats parce que le niveau d'excellence, d'exigence, de capacité à lever de l'argent, à opérer ta boîte, à scaler et tout, sont colossaux. Et à free market, c'était un peu un Everest qu'il fallait monter, tu vois, monter d'une traite le matin à jeun, quoi. C'est hyper dur, hyper dur. Ouais. Secteur de la défense, bof, on regarde moyen pour être honnête. Quelles sont les zones géographiques d'investissement de Kima partout dans le monde tant que tu es francophone et que tu fais de la tech? La thématique dans le cancer du sein avec des solutions innovantes, est-ce un sujet qui peut matcher avec vous? Écoute, ça pourrait. La réalité, c'est que tout ce qui est biotech, médical, un petit peu poussé, on n'est pas très fort, on n'est pas très bon et on n'en fait pas beaucoup. Mais on regarde, hein, on voit. Une app mobile innovante dans le secteur de la santé intéresserait-elle Kima Ventures? Écoute, c'est comme tu me dis, c'est comme si tu me demandais si j'aimais bien un bon resto. Je sais pas, oui, vas-y, on voit, tu vois, si on va bien, c'est bien. C'est- les promesses n'engagent que ceux qui les font. Envoie ton dossier, je te dirai si on kiffe. Ton analyse de l'entrepreneur start-upper sorti d'école versus Quadra avec une expérience successful, nous demande David. Écoute, les Quadras ont plus de chances de réussir que les newbies parce que l'expérience a de la valeur dans ta capacité à entreprendre. Et voilà. Je garde ça pour que le chien ne le mange pas, d'accord. C'est les œufs de Pâques. Je le garde. Les enfants ont eu un chien hier, et donc il faut que je fasse attention. Alors, les dernières questions, elles sont là. Chaud pour les investissements en PropTech. Écoute, Jean-François, chaud surtout. Chaud. Bon, de manière générale, vas-y. Avez-vous des conseils de VC BA pour l'IoT, nous demande Stéphanie. Écoute, il y a dans l'IoT Valley, je suis sûr qu'ils ont une tonne de contacts. Hein. Va les voir là-bas. Je suis sûr qu'ils en connaissent plein. Et à Bordeaux aussi, ils sont assez actifs sur le sujet. Un conseil pour réussir la création d'une business unit, le temps moyen nécessaire. Écoute, ça c'est une question de joker, de spécificité. Du coup, je suis pas capable de te répondre, Pierre. Si tu as un peu plus d'infos, fais-moi un mail. Le secteur des sneakers, est-ce que je m'y connais? Écoute, en tant qu'acheteur, oui. En tant que connaisseur, bof. C'est que tu es en train de créer une marketplace sur un sujet qui n'est pas sur un asset qui n'est pas le tien. Et donc, ensuite, c'est un bon deal. Et après, celui qui a très, 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 très bien réussi, c'est Back Market. Back Market, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. C'est un secteur qui n'était pas facile parce qu'en fait, tu vends un asset que tu n'as pas créé et donc tu es dépendant des fluctuations du marché. Mais comme les Samsung, Apple et tout sont contraints d'innover tous les ans, en fait, la contrainte des uns devient le bénéfice de l'autre. Et ça, c'est exceptionnel. L'Event Tech, c'est un bon sujet, mais pas tout de suite. Dématérialisation et parcours digital pour transparence, marché véhicule. Bof. Marché des véhicules, mais ça me chauffe moyen de manière générale. Quelle plateforme pour lancer une app consumer, iOS ou Android? iOS, c'est la plus exigeante, c'est là où les utilisateurs sont plus exigeants et c'est là où ils ont de la thune. Android, c'est bien pour faire des downloads, mais pas pour faire un business. On a tout répondu? Magnifique, tu as tout répondu. Vous investissez dans des marketplaces? Oui, Oui. bah, c'est toujours la même réponse. Envoie, et c'est comme si tu me demandais si c'est un bon resto. C'était une très bonne réponse. J'ai 3 toutes petites questions à te poser avant de te laisser. Première question, est-ce que, salut derrière aux enfants, est-ce que, la première question que j'avais, tac, tac, tac,
Est-ce que, ouais, c'est ton rôle aujourd'hui, là, tu fais beaucoup de live, tu fais beaucoup de participation, tu es quand même hyper dispo et je te remercie encore pour aujourd'hui. Ouais. Tu te vois comment, en fait, là, plus que VC chez Kima, tu as envie que l'écosystème grandisse et de lui donner tout ce que tu vois, tu apprends, tu te dis quoi? Et puis, là, ça me fait partie de la deuxième question. Est-ce que tu te vois dans le venture pendant les 30 prochaines années? Écoute, c'est une très bonne question. Et quand tu es confiné, c'est vraiment des questions que tu te poses en plus. Moi, aujourd'hui, ce que j'essaye de... Attends, tu me donnes 2 secondes. Si vous avez des questions, de toute façon, Jean est super dispo, il vous répondra, donc n'hésitez Ouais, pas je à lui écrire. réponds. Désolé, en fait, les enfants, ils ont eu un chien hier et comme il est tout jeune, il fait un peu des conneries, donc il faut l'éduquer. Et en fait, comme tu ne tapes pas un chat quand tu ne tapes pas un enfant, il faut élever la voix. Donc j'ai un peu de background noise derrière. Donc pour revenir sur ta question, la première, c'est que c'est difficile de trouver sa place dans un écosystème et je ne sais pas encore euh, quelle est quelle est la mienne et ce que je devrais faire. J'ai fait Radio Château parce que je me suis dit que c'était bien d'ouvrir un canal de communication qui permettait aux gens de créer un rendez-vous, de poser des questions, d'être là et tout. Je continuerai le temps nécessaire, même si c'est pas ma force d'être consistant sur un programme avec une telle régularité. Donc c'est un bon exercice pour moi. Et après, le VC toute ma vie, je sais pas, j'ai toujours eu la bougeotte et l'envie de créer des choses. La difficulté, c'est que pour être un bon entrepreneur, il faut de la passion et ou de l'ambition. Moi, ma passion, c'est plutôt les gens et l'ambition, j'en ai. Et donc, le venture est un peu idéal. Mais oui, tu vois, il y a des. Par exemple, je vous le dirai pas maintenant, mais j'ai des sujets qui me trottent dans la tête depuis 6 mois sur lesquels je vois aucune boîte. Et donc, tu vois, à un moment donné, ça titille suffisant pour te dire, putain, mais pourquoi je ne lancerai pas ça, quoi. Et en fait, la différence entre est-ce que je lancerai pas ça et est-ce que je le lance, il y a deux choses. La première, c'est la maturité de l'âge où tu sais que vouloir, c'est pas pouvoir. Et avoir une envie ou un fantasme, ça ne veut pas dire que tu vas ou que tu dois le réaliser. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler avec le temps. Il faut le distiller. Et ensuite, quand tu te lances, il faut que tu te lances en sachant que tu vas devoir faire des sacrifices, qu'il va falloir être résilient, que ça va être long et qu'il n'y a aucun succès qui se crée overnight. Et donc, si tu n'as pas pris conscience de ça et si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, faut pas te lancer. Voilà. Ouais. Donc, pour l'instant, je suis dans le venture. Peut-être qu'un jour, on fera des choses. En plus, faut pas, c'est difficile de faire plusieurs choses à la fois. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est ça ma voie. Et ensuite, ma place dans le marché, je sais pas. Tu as ceux qui disent que je suis une grande gueule et en même temps, si personne ne l'ouvre, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, voilà, tu as ceux avec qui je crée des relations durables et je kiffe. Il y a ceux qui auraient aimé qu'on soit plus présent avec Kima et lesquels on ne l'est pas. Et c'est difficile parce que on peut pas à la fois plaire à tout le monde euh, faire tout bien, quoi. Donc, il faut accepter que tu es un peu clivant et il faut accepter que tu fais des conneries. Et l'important quand tu fais des conneries, c'est d'être honnête intellectuellement vis-à-vis de ces conneries-là et de les avouer aux gens et essayer comme on dit, comme ils disent en anglais, make amend. Je sais pas comment on dit en français, mais Ouais, se rattraper, quoi. trop bien, merci pour toute cette franchise. J'ai une dernière question, c'est est-ce que tu peux poser une question pour Jean-David Chamboredon que j'ai demain en webinar? Si tu veux, Ouais, je lui dis que ça vient de toi même. écoute, c'est intéressant. Jean-David, ça fait partie des personnages consistants et c'est important d'avoir des gens consistants dans cet écosystème et qui en plus, ça, on a vu passer des vertes et des pas mûres pendant longtemps. Euh, la question pour Jean-David, c'est comment être responsable et ambitieux à la fois, parce que lui a plutôt une stratégie, un comportement hyper responsable et en même temps, c'est un venture capitaliste. Et je sais pas comment tu fais le match entre les deux, tu vois. Pour moi, l'ambition du venture capitaliste, il y a une part d'irresponsabilité. Et lui, c'est un putain d'ingénieur responsable, quoi, tu vois. Et donc, je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce que tu fais le matching entre la responsabilité et l'ambition. Bah écoute, je lui poserai demain et ce sera super. D'ailleurs, c'est notre dernier webinar de. Nous, on avait dit qu'on ferait Beau juste pendant le finish. confinement.
Beau finish. Donc, on fait le parrain du Vici pour terminer. Et on en refera peut-être après le confinement, enfin à partir du 11 mai, mais moins régulièrement, moins tous les jours. Et en tout cas, Radio Château, on continue à te suivre jusqu'à ce que tu passes à autre chose. On verra. Adrien, merci beaucoup pour l'invitation. C'était hyper cool comme d'hab. Et on se voit Merci. bientôt. Ça marche. Salut, bon courage à À toi et bonne bientôt. journée. Bye Bonjour à bye. tous. Salut tout le monde.